Bien, bonjour à tous. Voilà, bienvenue à ceux qui sont là, présents dans la salle, et puis à ceux qui sont à distance, qu'on est toujours heureux de pouvoir accueillir. Et voilà, nous sommes très contents d'avoir cette nouvelle session des Midi Minatek. Alors là, je vais vous parler du prochain Midi Minatek, donc pour le 4 mars. C'est pas tout de suite, c'est dans 15 jours, puisqu'il y a les vacances scolaires. Et je voulais juste, peut-être vous le savez, mais je vous le rappelle, ou je vous l'apprends, Grenoble est capitale verte cette année, 2022. Et donc, à cette occasion, il y a un certain nombre d'événements qui sont organisés tout au long de l'année en lien avec cette position. Et en particulier, le Midi Minatek du 4 mars est organisé en collaboration avec le Conseil scientifique de Grenoble Capitale Verte 2022. Et la séance du 4 mars aura lieu juste avant un événement un peu plus large, public, qui aura lieu le 9 mars et qui s'intitule « Du XXe siècle à la neutralité carbone, état des lieux sur les réseaux d'énergie urbains ». Donc, vous trouverez le lieu, les dates, etc. de tous ces événements sur le site de la mairie. Et aujourd'hui, avant de vous dire ce qu'on va écouter aujourd'hui, vous le savez déjà, ce n'est pas une surprise, mais le 4 mars, donc, nous aurons une présentation donnée par Gilles Delisée, qui est donc au laboratoire de sciences sociales Pacte de l'UGA, et Anne-Lorraine Vernet, qui est professeure associée à Gênes. Et ils nous parleront des communautés énergétiques en France, des enjeux et des trajectoires, et ceci d'un point de vue de la sociologie, de la gestion et de l'aménagement. Voilà, pour éclairer ces trajectoires, nous parler de ces communautés et quel serait l'avenir de ces communautés tenant compte du contexte. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Sorin Christolovenu, directeur de recherche émérite au CNRS, et donc à l'IMEP Lac, voilà. Et aujourd'hui, il nous raconte une histoire, et c'est la belle histoire de Grenoble et Saône-Vallée. Sorin, la parole est à toi. Merci beaucoup, bonjour à tous, merci d'être là avec moi. Je remercie bien sûr tous mes chers collègues et doctorants qui m'ont appris beaucoup de choses. Et merci aussi à Ceausescu qui, par sa dictature débile, m'a fait choisir Grenoble. Personne, même pas Jules Verne, n'a été assez visionnaire pour imaginer qu'aujourd'hui, tous nos téléphones portables cachent un gros morceau de SOI. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que la meilleure recette de gratin dauphinois appartient à Soitec. Bon, cet exposé va présenter les étapes de la construction du miracle grenoblois avant de gratter du côté des dispositifs innovants. Il y a 60 ans, les premiers circuits intégrés étaient déjà très défaillants en présence de radiations nucléaires. C'était l'époque où on commençait à aimer les Beatles, mais c'était l'autre musique, celle de la guerre froide de Brejnev, qui était terrifiante. Et les militaires ont lancé un signal d'alarme de détresse SOS en disant que pour réduire les effets des radiations, il faut construire les circuits intégrés sur un film de silicium mince sur saphir. Donc, comme par hasard, ça donne SOS. C'est avec la bénédiction financière des militaires américains que la technologie a commencé à être développée. Elle est arrivée en France, à Grenoble, par l'intermédiaire de Thomson à Saint-Égrève et du Leti. Pendant que la recherche progressait, et la technologie aussi, j'étais en train de m'essouffler pour essayer de boucler ma thèse de doctorat qui avait un sujet absolument grotesque. Donc, vous comprenez bien que dès que j'ai eu mon premier rendez-vous avec le SOI, j'ai été séduit et voilà, je suis toujours fidèle. Alors, il y a eu un consortium académique qui a été créé en France et conduit depuis Grenoble. Il a donné de jolis résultats. Mais voilà qu'un jour, quelqu'un décide d'arrêter ses recherches en France. Je n'ai toujours pas compris pourquoi et qui a décidé ça. Mais coup de chance, en plein désarroi,
le CNET Maitland a l'idée d'organiser un colloque avec leurs collègues de British Telecom. Et après une présentation des résultats sur le SOS, les Anglais nous invitent à partager leur aventure sur le Simox, qui est un autre matériau SOI fabriqué par implantation d'oxygène du silicium. Tout de suite après, le LETI commence son propre programme de recherche et ça a été une glorieuse décade, celle de la renaissance du SOI, parce que la physique du transistor totalement déserté a été déjà comprise à cette époque. Les mécanismes clés comme la double grille, le couplage des grilles, l'inversion volumique ont été découverts 20 ans avant d'être redécouverts. Pendant ce temps, le Simox atteignait la perfection au LETI. Et d'autres matériaux, d'ailleurs, ont été proposés, des matériaux SOI, souvent inutiles. Ils ont été inventés, mais n'ont jamais vu d'application. Au début des années 90, Soitec a été créé pour commercialiser le Simox. Et c'est à ce moment-là que Michel Bruel a l'idée de partir à la montagne et s'isoler quelques jours pour discuter avec lui-même. Et il en revient avec plein d'idées, dont une est absolument géniale, c'est le Smart Cut. Alors, cette technologie a été développée, pour faire court, en grande partie parce que Jean Terme a compris tout de suite la portée de cette invention et il a mis les sous nécessaires de suite. Donc, la technologie a été transférée à Soitec et très vite, Soitec a été capable d'offrir sur le marché un matériau de qualité comparable qui a simplement démoli toute concurrence. C'est le début du règne de Soitec et Grenoble est devenue la vallée du SOI, en haut lieu de pèlerinage. Au début du siècle, IBM, ST, des sumo japonais affichent des intentions ou des ambitions industrielles. Il y a un gros progrès en technologie, en modèle, en librairie de design. Il y a une forte collaboration locale entre ST, Soitec, LETI et INPG. On nous appelle la mafia grenobloise, tout simplement parce que c'est la plus forte concentration de spécialistes SOI au monde. Comme d'habitude, la recherche enthousiasme et le management conservatif. La technologie classique sur silicium massif était en phase terminale et on attendait son remplacement par du SOI. Attendre trop coûte très cher. Intel nous prend de vitesse et a introduit la filière FinFET. Beaucoup de compagnies suiveuses s'empressent de l'adopter. Alors, on murmure que le FinFET était le plan B de Intel parce qu'il préconisait en fait le SOI. Mais en absence de licence de fabrication, ce plan A était impensable. Donc, vous voyez, aujourd'hui, le SOI aurait pu être la technologie dominante sur le marché et elle a perdu au type break. Cependant, le SOI n'a pas abandonné. Il y a des segments importants du marché où le SOI est irremplaçable. Par exemple, dans les circuits radiofréquences, dans les téléphones, dans les tablettes, l'électronique des voitures, les montres, etc. Et les applications explosent de partout. De sorte que Grenoble est devenue une place trop petite. Donc, les technologies Smart Cut et FD-SOI ont été licenciées ailleurs, en Chine, en Corée et partout ailleurs. Alors, en partant d'ici, acheter des actions. L'ennemi public numéro 1, le Taïwanais TSMC, finira par se calmer. Pourquoi? Parce que simplement, l'extinction du SOI est prévue dans très très longtemps, bien après la disparition du pétrole. Cette image résume les 60 années du SOI. Vous voyez ici Izumi-san,
qui a eu l'intuition que le SOS n'était pas top et il a fabriqué les premiers circuits sur CMOS. Ici, c'est le professeur Stoimenos, en année sabbatique au Lady, qui a eu l'idée hallucinante d'utiliser des recuits à très haute température pour parfaire la qualité du matériau. Et enfin, il y a Michel Bruel. Et ça fait 25 ans que je clame qu'il mérite le prix Nobel. Personne ne le mérite. Voici des articles qui ont été publiés il y a 30-40 ans et qui restent d'actualité. Vous voyez ici l'utilisation de la grille arrière par Fossum et son étudiant Lim, qui plus tard est devenu le patron de Samsung, comme quoi le SOI mène à tout. On voit ici les effets de miniaturisation, l'inversion volumique, les effets quantiques, etc. Et sur cette vieille photo, on voit Peter Hemmel qui n'avait que le mot CMOS à la bouche. Oberton, il pensait déjà à créer Soitec avec son copain Lamure. Moi, j'essaie de promouvoir les transistors à double grille. Et Collège, il était déjà persuadé que les transistors à grille enrobante étaient les meilleurs. Voilà, donc, passons de l'histoire maintenant à la technique. Alors, le Smart Cut comporte 4 étapes principales. L'implantation d'hydrogène dans le silicium pour créer une ligne de fracture ici en rouge. Le collage de cette plaque à une autre plaque support. Là. La séparation des plaques qui intervient au niveau de la fracture. Et ensuite le polissage. On obtient des films de silicium de superbe qualité cristalline avec des épaisseurs jusqu'à 5 nanomètres. Alors imaginez un cargo qui traverse un océan qui ne fait que quelques mètres de profondeur. Eh bien, il n'y a pas de tsunami, il n'y a pas de grosses vagues, il va vite et il consomme moins. Et c'est ce qui se passe dans un transistor ultra mince. Les électrons vont plus vite et dissipent moins d'énergie. Alors, l'uniformité de ces films minces est fabuleuse, c'est 5 angstroms. C'est comme si, lorsqu'on fait le tour de la Terre, la montagne la plus haute qu'on peut rencontrer ne fait que 5 cm. Et en plus, le plus important pour moi, c'est que c'est une technologie générique qui peut conduire à des matériaux de type quelque chose sur autre chose. Nous avions inventé une technique de caractérisation appelée pseudomos, qui est en fait le transistor le plus simple qui existe, car il n'y a pas de grille. Vous voyez ici, on applique juste 2 pointes qui jouent le rôle de source et frein, et ensuite la grille, le substrat est utilisé pour créer une couche de conduction dans le film de silicium. Et sur cette image, on montre des caractéristiques pour les électrons et pour les trous qui permettent sur la même plaque de caractériser parfaitement leurs propriétés électrostatiques et de transport. Et cette méthode fonctionne jusqu'à 10 nanomètres d'épaisseur. Et en raison de sa simplicité, elle a permis l'optimisation de nombreux types de matériaux SOI. Actuellement, il est utilisé comme méthode standard pour la qualification de la qualité industrielle. Pourquoi totalement déserté? Eh bien, la miniaturisation des composants impose des transistors très minces. Et on voit ici un transistor de lithium où le film de silicium ne fait que 7 nanomètres d'épaisseur. Ici, c'est la source, le train, la grille, l'occidental qu'on appelle box. Et sur le box, on peut implémenter des plans de masse qui sont polarisables pour augmenter les performances du dispositif. Par ailleurs, on peut utiliser des substrats à forte résistivité pour créer des circuits RF. Alors, l'utilisation de la grille arrière n'est possible que dans le SOI. Les fils FET et les nanofils peuvent se ranger. Cette courbe-là montre le passage du courant entre le régime bloqué et conducteur. Et la pente la plus abrupte tolérée par la théorie, c'est de 60 millivolts par décade. La courbe 1 correspond à une tension de seuil relativement élevée, de façon à réduire le courant de fuite, ce qui est le cas idéal pour diminuer la consommation au repos du circuit. En appliquant une tension positive sur le substrat, sur la grille arrière, on décale la courbe vers la gauche
Maintenant, la tension de seuil est réduite en faveur d'un courant plus fort. Et la gamme de tension sur laquelle la tension de seuil peut être réglée est d'autant plus large que le film est mince. Là, c'est un aspect un peu moins connu, c'est l'utilisation de la grille face arrière permet également d'améliorer la mobilité électronique et de faire les transistors aller plus vite et faire passer plus de courant. Alors, l'utilisation de la grille arrière est un atout unique au SOI, mais ce n'est pas son unique atout. Par exemple, en utilisant le SOI, on arrive à créer des courbes comme la numéro 3 qui ont une commutation complètement verticale. Et d'autre part, beaucoup de dispositifs émergents n'auraient pas vu le jour sans le SOI. Par exemple, le transistor sans jonction, c'est une simple couche de silicium très fortement dopée entre la source et le drain. Et le courant, il peut être coupé par la grille qui crée une zone de déjection totale dans le film. Évidemment, pour que ça marche, il faut que le film soit très mince. Le SOI est une plateforme idéale pour faire toutes sortes de nanofilms. On a démontré plusieurs générations de mémoire sans capacité de stockage. L'idée étant que le transistor sert à stocker l'information, mais également à la lire. Et l'extension de ce type de mémoire, c'est la mémoire unifiée, où on combine mémorisation non volatile et volatile en utilisant les propriétés de l'oxyde entéré. On voit ici des NEMS. Par exemple, c'est un transistor à grille flexible qui peut être utilisé pour mesurer les pressions. Dans ce cas-là, c'est une poutrelle en rouge qui oscille entre deux électrodes et selon quel contact, l'électrode du bas ou celle du haut, on a deux états logiques pour créer des mémoires non volatiles. Le SOI permet aussi de réaliser le rêve de la co-intégration de la photonique avec l'électronique. Vous voyez ici des exemples de guides d'onde. Aussi, en superposant différents types de transistors SOI, on arrive à des circuits à 3 dimensions. Il y a toute une famille de dispositifs quantiques, des qubits, qui permettent la manipulation du spin en vue d'une éventuelle réalisation des calculateurs quantiques. On a montré sur SOI le transistor le plus compliqué, qui a 4 grilles indépendantes, et chacune des grilles peut couper ou activer le courant, et également des neurones artificiels. Aman, chacun de ces dispositifs mérite d'être invité à Très bien. Okay? C'est noté. Je voudrais vous parler d'un autre dispositif qui est un peu moins connu. Mais pour que vous soyez autorisé de rester dans la salle, il y a un petit examen à passer. Alors, est-ce que c'est une diode, ça? Bien sûr. Oui. Est-ce que le même film de silicium non dopé est une diode? Si on met une grille en haut et une autre en bas, c'est toujours pas une diode. Et si on polarise cette grille de façon avec une tension négative et celle-ci avec une tension positive, on crée des populations libres de trous ici, d'électrons là. Et vous voyez que ça ressemble drôlement à la diode d'avant. Donc, on appelle ça une diode virtuelle, diode électrostatique. Alors, si vous vous souvenez, la première leçon sur les structures MOS qu'on a eue disait que pour une tension de grille positive, il y a une couche d'inversion d'électrons qui est collée à l'interface et qui est séparée d'une région neutre par une région de charge d'espace. Eh bien, cette image n'est plus valable lorsqu'on va dans des films très minces, c'est-à-dire où l'épaisseur du film est inférieure à l'épaisseur de la charge d'espace. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les électrons, au lieu de rester à l'interface, ils séparent dans tout le volume. Et de la même façon, on a des trous qui peuvent également combler tout le volume du film. On parle d'invection ou d'accumulation volumique. Et ces porteurs libres-là se comportent comme un dopage, qu'on appelle dopage électrostatique. Dans les nanofils, c'est la même chose. Hein. Si le diamètre est grand, les porteurs restent à la surface, mais si le diamètre est très petit, il complète le film totalement. Alors, l'intérêt du dopage électrostatique est
pour des matériaux 2D ou pour des nanotubes de carbone ou pour des nanofils verticaux, où l'implantation ionique n'est pas efficace. Donc, pour réaliser les sources et les trains nécessaires au dispositif, le dopage électrostatique peut aider. Mais dans une technologie mature, comme le SOI, eh bien, le dopage électrostatique permet de créer des nouveaux dispositifs. C'est une option en plus. Et notez bien, hein, si on a du FinFET et des nanophiles, il y a une seule grille. Mais dans le SOI, il y a deux grilles, celle du haut et celle du bas. Donc, ça permet beaucoup plus de flexibilité et d'options. Je vais vous donner l'exemple d'un transistor LDMOS. On voit ici la source, le drain, la grille, et il y a une région d'extension qui permet d'absorber la tension de drain. Donc, le dispositif fonctionne à des tensions plus élevées. Eh bien, quand on essaie de le faire en SOI, ça ne marche pas parce que cette zone-là, elle est totalement désertée et ne laisse pas passer le courant. Donc, il faut qu'elle soit dopée. Si on utilise un dopage électrostatique, le dispositif prend cette configuration-là. On a toujours la source, le drain, la grille, mais en dessous du box, on a deux plans de masse. Et selon la tension qu'on applique sur ce plan de masse ici, on crée des électrons dans la zone d'extension qui réduisent sa résistance et laissent passer le courant. Donc, vous pouvez voir les caractéristiques ici qui évoluent avec la tension qu'on applique. Et les caractéristiques peuvent devenir très bonnes avec un fort courant, une faible résistance et une tension de plaquage qui est étendue. Je vais vous parler d'un dispositif plus simple. C'est la diode électrostatique. En fait, c'est une diode PIN. Le contact P+, et le contact N+, sont implantés. Le corps de la diode n'est pas dopé, c'est très mince, mais on a une grille supérieure et on a le plan de masse qui peuvent être polarisés pour créer des trous sous la grille et des électrons à côté. Donc, vous voyez que ce dopage électrostatique permet d'étendre l'anode et la cathode vers le centre du film pour réaliser une jonction PN ici. D'accord ? Alors, quelles sont les propriétés de cette diode? Eh bien, ça ressemble beaucoup à la diode conventionnelle. Le courant inverse, il est très faible. En direct, il monte de 10 ordres de grandeur. Et le plus fascinant, c'est que cette diode peut avoir une infinité de possibilités de dopage, parce que je peux changer tout simplement la tension de grille. Un premier exemple, c'est le photodétecteur qui profite du fait que le courant à l'obscurité de la diode virtuelle est extrêmement faible pour détecter des photocourants qui sont relativement bas. Donc, vous voyez que le courant, selon l'éclairage, le courant peut augmenter de 3 ordres de grandeur, ce qui représente en fait une très bonne sensibilité. Et Zaki San, il y a 50 ans, il a eu le prix Nobel parce qu'il a montré ce type de caractéristiques de diode. En fait, le courant commence à augmenter par effet tunnel. Il s'estompe pour être remplacé par le courant normal de la diode. Mais c'est la région de résistance négative là, qui est très intéressante pour créer des oscillateurs, des détecteurs. Alors, il a eu la chance d'avoir du germanium de très haute qualité avec de très forts dopages et une jonction abrupte. Nous, on a essayé de reproduire ce dispositif en SOI sans succès. Donc, on s'est dit, si l'implantation ionique ne marche pas, mais oublions-la et utilisons le dopage électrostatique. Alors, c'est la même diode qu'avant. Regardez les caractéristiques qu'on obtient. On voit bien une résistance négative qui apparaît. Le rapport pic-vallée est l'un des meilleurs jamais obtenus dans le silicium. Et le plus fascinant, c'est que c'est un dispositif qui, a priori, est non dopé, qui arrive à émuler les caractéristiques d'un dispositif très fortement dopé qu'on ne sait pas fabriquer. Alors, cette diode électrostatique, elle est magique et c'est pour ça qu'on l'appelle le hocus pocus. Tout simplement, elle prend beaucoup de formes différentes. Simplement, la grille supérieure peut recevoir une tension négative, 0 ou positive. La grille inférieure, la même chose. Donc, 3 x 3, ça fait 9 combinaisons différentes. Donc, là, le même dispositif peut être en fait 9 dispositifs différents. Exemple,
On a différents types de diodes PN, avec chacune des caractéristiques différentes, parce qu'en fait, la jonction PN peut être située dans le centre du film, à gauche ou à droite. De la même façon, on crée des diodes PIN, où la base est plus ou moins large. Mais le cas le plus intéressant, c'est celui de ce dispositif, où la structure latérale c'est NINP, qui, polarisé en inverse, c'est un transistor à effet tunnel. Polarisé en direct, c'est un autre dispositif qu'on appelle la modulation de bande, qui est capable de switcher brutalement entre les régimes conducteurs et bloqués. Et c'est ça qui va m'occuper dans la dernière partie. Voici les configurations du dispositif. On utilise deux grilles supérieures, une grille supérieure et un plan de masse. Ce qui est important, c'est de les polariser de façon à créer une structure latérale NPNP. C'est celle d'un thyristor virtuel. Le dispositif, il est polarisé en direct. Alors, les caractéristiques sont très intéressantes parce que le courant avec la tension d'anode reste faible jusqu'au moment du déclenchement, qui est absolument vertical. Lorsqu'on parcourt la tension dans le sens décroissant, on obtient une hystérésis. Si on regarde les caractéristiques de transfert ici, on voit que la tension de grille, à un moment donné, peut déclencher le courant avec une pente absolument verticale. C'est-à-dire que la pente elle est inférieure à 1 millivolt par décade. C'est inégalé par tout autre dispositif qu'on dit à commutation rapide. Les transistors à effet tunnel ou les transistors ferroélectriques n'ont pas du tout le même genre de performance. Alors, on démontre qu'un mécanisme de contre-réaction positive conduit à des caractéristiques de type S, en forme de S là. Et ça explique d'une part la commutation très rapide entre les deux états et l'hystérésis. Si on regarde les bandes d'énergie, on voit qu'elles ondulent entre la cathode et l'anode. Okay? Et si la tension en direct ne permet pas de bloquer le dispositif, c'est parce que les électrons qui sont ici dans les stacking blocks pour aller vers l'anode sont empêchés par une barrière de potentiel. Vous voyez ici. Et de la même façon, les trous ne peuvent pas pénétrer vers la cathode parce qu'il y a une barrière d'énergie de leur côté aussi. Et lorsque la tension est suffisante pour déclencher le dispositif, eh bien, les bandes s'affaissent. Donc, c'est cette propriété qui nous a amené à appeler l'effet modulation de bande. La première application, c'est le switch logique. On voit qu'en diminuant la tension de grille, le dispositif se débloque. Et en augmentant la tension de grille, on peut le rebloquer. Et en fait, ce dispositif-là marche d'autant mieux que l'impulsion sur la grille est courte. Donc, c'est ce qu'on veut. En fait. On veut des dispositifs très rapides. Pourquoi? Parce que simplement, ces impulsions rapides tuent l'effet d'hystérésis. On peut l'utiliser comme mémoire dynamique. L'idée est pour écrire l'état 1, d'accumuler des électrons sous la grille. Et quand on veut lire cette information, on applique une tension positive ici qui fait décharger les électrons de sous la grille. C'est un petit courant, mais suffisant pour déclencher tout le transistor. Donc, après déclenchement, le courant à l'état 1 est très fort. On le voit ici. Par contre, pour l'état 0, il n'y a pas suffisamment d'électrons sur la grille. Donc, quand on lit, le courant de décharge ne permet pas de déclencher le transistor. On a le niveau 1. Alors, l'avantage du dispositif, c'est que c'est parfaitement compatible avec la technologie SOI et que le dispositif fonctionne en 1 volt. Notez bien que la caractéristique d'hystérésis est parfaitement stable pendant le recyclage du dispositif. Et en fait, c'est la base d'une mémoire SRAM en seul transistor. On voit l'état 1, l'état 2. Il n'y a pas de... La lecture de l'information n'est pas destructive. Donc, on n'a pas besoin de rafraîchissement.
Une autre application du dispositif, c'est pour la protection électrostatique. Alors, l'idée est simple, elle est montrée là. On a le cœur du transistor qui doit être protégé, enfin, le cœur du circuit qui doit être protégé des décharges électrostatiques qui arrivent sur les plots d'entrée. Donc, le dispositif de protection a pour mission de prendre le courant et de l'envoyer à la Terre, d'accord, avant qu'il puisse endommager le cœur. Et on montre qu'un dispositif de protection idéal doit avoir une caractéristique en S qui est activée dans une certaine gamme de tension. Okay? Mais quand on regarde les caractéristiques expérimentales de notre dispositif, on constate que finalement, les caractéristiques sont en forme de S. Et de plus, en utilisant la tension de Greer, on peut déplacer la zone où le dispositif est activé. C'est également un capteur bio. Donc, au lieu d'utiliser la grille arrière, on dépose des charges négatives ici, ou bien des charges positives, dans ce cas-là. Dans les deux cas, on obtient la structure latérale NTNT de ces télescopes virtuels, qui conduit à des caractéristiques en forme de S. Et notez surtout que la tension de déclenchement ici, elle est extrêmement sensible au taux de charge qu'on a déposé sur la surface. Voici un... L'idée que la lumière incidente sur la surface du film dans la zone non couverte par la grille abaisse les variables de potentiel et déclenche le transistor et le débloque de l'état off à l'état on. Donc, on voit en effet ici que sous obscurité, le dispositif est bloqué, le courant est extrêmement faible. Et dès qu'une lumière est détectée, le courant bombe, il augmente de 8 ordres de grandeur, ce qui rend la détection extrêmement sensible. Mais il y a mieux. Vous voyez que le temps de réponse du dispositif dépend, c'est en fait une mesure du flux lumineux. Parce que si le nombre de photons qui arrivent sur la surface est relativement faible, ils font un peu plus de temps que s'il était fort. Donc, on a une mesure intégrée de l'intensité lumineuse. Alors, je vous ai montré que les dispositifs à modulation de bande peuvent avoir deux grilles en haut, ensuite une grille en haut, et puis finalement aucune grille en haut. Donc, la structure NPNP du théristor est émulée en utilisant les points de matrice. Alors, les caractéristiques de ce dispositif qu'on appelle Z3FET sont magnifiques. Elles montrent une transition verticale entre les deux états. Et l'avantage essentiel, c'est que le dispositif est très facile à faire, puisqu'il n'y a pas de grille à fabriquer. Et on n'a même pas de problème de fiabilité des grilles électriques. Mais le mieux, c'est que cette surface-là, elle est parfaitement libre, qui peut être utilisée pour être fonctionnalisée, pour devenir un capteur optique bio de radiation, par exemple. Bon. La saga du SOI nous a appris que Grenoble est une très bonne place pour vivre et pour travailler sur le SOI en particulier. Le Smart Cut offre une possibilité extraordinaire pour mélanger différents matériaux. Vous savez, la nanoélectronique maintenant, elle a plus d'impact sociétal que les religions et que la politique. Et que ceci soit magnifique ou désastreux n'a aucune espèce d'importance. Parce que le progrès de la nanoélectronique ne pourra pas être stoppé. Et dans ce contexte, l'avenir du SOI est radieux. Bon, en partant, gardez en tête le dopage électrostatique et l'effet de modulation de bande. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup, Sorine, pour cette présentation. Et puis, effectivement, d'avoir fait ce focus sur le dopage électrostatique, c'est fantastique parce que c'est vrai que ce n'est pas quelque chose auquel on est vraiment habitué. Et c'est super. Merci beaucoup. La présentation est ouverte aux questions. Et donc,
on va prendre les questions en salle ou à distance. Et donc, on attend vos questions. Avez-vous des questions? C'était hyper clair, c'est ça? Oui, oui, je m'en doutais. Je m'en doutais. Je vais voir si à distance, on a des questions. Oui. Alors, il y a quelqu'un qui disait que c'est plutôt une remarque, tu sais, que le SOS a continué, en fait, pour les militaires, hein, le SOS. Ouais. Le SOS a continué. Il y a encore une boîte qui fait du SOS maintenant, mais quand je dis que la concurrence du SOI a été démolie, c'est parce qu'ils vivotent. Ils ont des applications extrêmement niches, alors que le smart code, ça explose de partout. Ouais. C'est incomparable. Vous savez, le SOS, le problème du SOS, c'est que les premiers 200 angstroms du film sont de qualité misérable. Et comme on veut faire maintenant justement des dispositifs sur des films très minces, c'est dans cette zone-là qu'on doit faire les circuits. Donc, c'est un gros problème. Très bien. Alors, a-t-on des questions dans la salle? Alors, non. Si je n'ai pas été assez clair parce que je suis allé un peu vite, il y a toujours mon bouquin. Très bien. Plus de détails, je fais la pub. Okay. Oui. Dis. Oui, on a une question là-bas? Oui, très bien. Merci. Merci Sorine pour ce superbe exposé et ces magnifiques résultats en citant. Moi j'ai une question vraiment fondamentale. On m'entend comme ça? C'est mieux? Ok, merci. Donc merci Sorine pour tous ces beaux résultats. Une question basique. Quand tu fais le dopage électrostatique dans les couches ultra minces, je ne comprends pas d'où viennent les électrons, où est-ce qu'ils partent. C'est-à-dire que quand c'est une couche épaisse, il y a un réservoir de charge. Mais là, finalement, tu vas faire des charges plus ou moins, des trous ou des électrons. Mais ils viennent d'où, ces électrons? De toute façon, le corollaire aussi, c'est le dopage électrostatique. Quand on va diminuer l'épaisseur, qu'est-ce qui va se passer? Le dopage électrostatique ne peut pas marcher si l'épaisseur du film fait plus de 10 nanomètres. D'accord? Parce que les porteurs ont tendance à rester collés à l'interface, au voisinage de l'interface. Alors que dans les films, plus ils sont minces, plus ils s'éparpillent. Donc, c'est là le dopage. Donc, c'est très différent du dopage tel que Grove l'avait mentionné dans son livre il y a très longtemps, du dopage à la surface. On peut imaginer que la couche d'injection représente une sorte de dopage. Donc, il faisait une espèce de diode avec ça. Mais non, là, c'est dans le volume que ça marche. Et pour que ça marche, la dimension caractéristique, c'est 10 nanomètres. C'est clair? Oui, Emile. Alors, on a une question à distance, je te la poserai tout à l'heure, mais on va prendre une question tu en peux salle. sélectionner uniquement des questions simples. Je vais essayer parce que les questions difficiles, là, j'ai compris que ce n'était pas forcément le moment. La technologie Smart, il n'y a que Soitec, d'après ce que je sais qu'il a pratique. Est-ce qu'il y a d'autres sociétés qui font ça? Oui, quand j'ai dit que Grenoble est devenu trop petit et que les licences de Smart Code d'une part et de FDSOI d'autre part ont été données en Asie, en Europe, ailleurs, c'est pour justement créer plus de marché de plaques parce qu'il y a une grosse demande. Donc il y a d'autres sociétés aussi qui font des plaques. Oui, sous licence. Ceci étant, comme d'habitude, quand on licencie un produit, le meilleur produit, il est fait à Berlin. Les plaques un peu moins sensibles sont faites ailleurs. Merci. Bien, je vais te poser une question qui vient des gens qui sont à distance. Alors, tout d'abord, merci pour la présentation, Sorine. Pourquoi dit-on que le FinFET est fait pour du calcul haute performance et que le FDSOI est limité est orienté plutôt pour la basse consommation? Pourquoi pas le FDSOI aussi pour le calcul haute performance? Ouais. Le FinFET,
Voilà. Je l'ai ici. Bon, le FinFET, en principe, peut laisser passer plus de courant. Donc ça, c'est intéressant pour la rapidité des circuits. On va faire simple. Ensuite, la technologie du FinFET est arrivée à des nœuds technologiques, je ne sais pas, on est à 2-3 nanomètres maintenant. Donc, ça avançait très fort. La technologie du FDSOI, elle est restée du côté de 14-20 nanomètres. Okay? Mais il peut être utilisé, mais le FinFET, il est fait effectivement pour les très forts courants. Le SOI reste dans son application de base où on peut utiliser la tension du substrat pour modifier les tensions de seuil de façon à gérer à la fois la consommation à l'état bloqué et le fort courant à l'état passant. Donc ça, c'est une option qui est tout à fait excellente et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des applications comme les montres où on ne doit pas avoir beaucoup de consommation parce que la montre n'a pas de batterie ou a une toute petite batterie. Donc, il faut que le circuit consomme pas beaucoup. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions en salle? Non. Alors, on a une question. Merci. Vous avez parlé de la mystérieuse décision qui a arrêté la recherche et le retard pour prendre des licences. Il s'avère que dans ces années-là, j'avais pour le CNRS, je faisais une étude sur les liaisons université-industrie et je peux témoigner qu'il y avait quand même de fortes résistances culturelles à l'intérieur du milieu scientifique par rapport à des évolutions industrielles. Merci pour le commentaire. Alors, on a une question à distance que je vais te lire. Quel est l'impact du dopage électrostatique volumique sur le bruit en 1 sur F ou flicker par rapport à un dispositif où les charges sont classiquement confinées entre le canal, il manquait une lettre, alors j'avais du mal, et la grille? Oui, la question est tellement d'expertise que je suppose que celui qui l'a posée il travaille sur le bruit, etc. Oui, bien sûr. Écoutez, quand vous avez ce canal, mettons, d'accord? Les électrons circulent partout dans le volume. Ici, ils sont confinés à l'interface. Qu'est-ce qu'ils voient? Mais ils voient toutes les aspérités de l'interface, tous les défauts d'interface. Ils sont tout près. La distance tunnel qui donne naissance au bruit 1 sur F, par exemple, elle est faible. Alors qu'un électron qui se trouve ici, il se trouve à une grande distance de l'interface, donc il a moins de probabilité de subir l'effet des pièges. Donc c'est très clair qu'en inversion volumique, le courant, le bruit, il est diminué. Ouais. Très bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous inviter à remercier à nouveau Sorine pour cette présentation. On te souhaite une très très bonne continuation et puis on espère que tu viendras nous parler des autres dispositifs éventuellement si tu veux. Tu es le bienvenu. Et puis bon voyage à ton livre qu'on sera ravis de lire. Et donc pour finir, je vous rappelle donc qu'on vous attend le 4 mars, si je ne me trompe pas, c'est le 4 mars. On doit se retrouver pour entendre parler, enfin mieux comprendre quelles sont ces communautés énergétiques et quelles sont les perspectives qu'on peut espérer dans ce domaine-là. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt.